Alors, qui es-tu, monsieur Walter Boujna? Alors, je suis Walter Boujna, un simple citoyen qui, dès 2017, avant que Macron soit élu, j'ai compris la dérive et tout ce qui allait se passer et qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un kidnapping de notre démocratie. Donc, jamais été politicien, jamais été syndicaliste, jamais rien fait. Je veux dire que je suis vraiment le français moyen de base qui a dit j'en ai marre de ces politiciens, j'en ai marre de cette caste qui nous méprise, j'en ai marre de toutes ces élites qui n'en sont pas. Et je suis certain que des gens comme moi, il y en a plein. Avant les Gilets jaunes, bien sûr. Et je pense qu'on peut peut-être créer quelque chose, un mouvement complètement différent, qui n'aura pas les codes des politiciens, qui partira d'en bas avec des gens qui ont de l'expérience terrain et qui pourront amener leurs compétences, ce que j'appelais les compétences citoyennes. Donc j'ai monté un petit programme, et après j'ai mis dans le tiroir, Macron est passé, etc. Bon. Et trois mois plus tard, j'ai dit, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que Macron, c'est pire que prévu. Donc je suis arrivé sur Twitter en novembre 2017, et je m'appelais pas Walter Boujna, je m'appelais Programme EJL. Walter, j'ai pas mis mon nom parce que je savais déjà que ça allait poser des problèmes. Et pendant les 3 ou 4 premiers mois, ça a marché du tonnerre parce que les gens, j'ai vu qu'ils attendaient quelque chose, hein, ils attendaient une réaction citoyenne. Et en fait, je voulais, moi, construire le programme avec des gens. Moi, j'avais fait une trame qui était assez intéressante, mais qui n'était pas un programme complet, bien sûr. Et donc, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient intéressés. J'ai commencé à monter une petite équipe, on faisait des réunions, on travaillait sur chaque volet du programme, tout se passait bien. J'avais à l'époque, pour vous dire, 6 millions de vues par semaine sur Twitter, ce qui est quand même extraordinaire pour un type qui arrive tout seul, sans lobby, sans médias, sans rien du tout. Et puis, sans rentrer dans le détail, j'ai été la cible, le 1er août 2018, d'une cabale infâme. Un type a sorti mon patronyme. Moi, je l'avais pas dit parce que je voulais attendre un peu, quoi. Et ça a été le déchaînement à tous les niveaux. Surtout antisémitisme de base. Bon. Mais c'est pas pour ça que, ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la suite. La suite, c'est de constater que quand on relit avec 4 ans de recul tout ce qui était écrit depuis 2017, on s'aperçoit que tout ce qui se passe est écrit à la virgule près. Même au niveau du monde politique, au niveau de l'union des droites impossible, au niveau du RN qui est à l'heure un outil du système, et au niveau du fait qu'il fallait quelque chose de différent, de complètement différent, avec une nouvelle bannière, une nouvelle, en l'occurrence là c'est Zemmour, mais bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc j'étais, on va dire, le premier mouvement citoyen, avec un vrai programme, chiffré, quelque chose de cohérent, et pas des incantations, peuple par le peuple, RIC, enfin, ça fait frémir dans les salles, les gens sont contents, mais c'est irréaliste. Bon. Et donc, pendant 4 ans, et même dès le début des Gilets jaunes, j'allais dans tous les groupes Gilets jaunes. Je me suis dit, c'est super, les gens sont en train de réagir, j'ai dit, ben, c'est génial, je vais déjà leur apporter quelque chose qui est déjà un petit peu construit, et on va l'améliorer avec d'autres gens qui sont, comme moi, des maristes, c'est-à-dire tous ceux qui en ont marre. Et chaque fois que j'arrivais dans les groupes de Gilets jaunes, on me jetait. On me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu fais de la politique. Mais j'ai les gars, c'est pas parce que j'ai une cravate sur une photo que je fais de la politique. Moi, j'essaie de réunir des gens pour construire quelque chose de sérieux, qui puisse se mettre contre toute cette bande de chacals. Bon. Et on m'envoyait balader. Et non, il faut faire des jardins partagés. Mais non, il faut faire la monnaie Bitcoin. Mais excusez-moi, que des conneries, quoi. Donc j'ai dit, ok, alors je vais me retourner vers les gens avec qui j'étais au début. Et je me suis aperçu, et c'est pour ça que j'arrive à Zemmour, tu vas voir, je me suis aperçu que j'étais dans un vide. Il y a des niches fiscales et puis il y a des niches marketing. Nous ne sommes ni un mouvement gilet jaune, qui est déchaîné dans la démocratie, il n'y a que la constituante qui compte, à tendance un peu syndicaliste, des incantations, des mesures complètement ridicules, infinançables, mais les gens sont contents. Je ne suis pas là-dedans. Et je ne suis pas non plus avec mon mouvement un parti politique classique avec des énarques, des gens qui se connaissent tous, qui se font passer dans les médias et qui sont tous même des starlets influenceurs sous faux drapeau. Comme j'ai travaillé pendant 4 ans, j'ai fait plein de tentatives. Je suis co-auteur, si tu ne le sais pas, du programme de la Concorde citoyenne. On a travaillé 8 mois avec Fabrice Grimal et toutes ses équipes, et la Concorde 17 aussi, et même Solidarité Progrès. Et on a construit un programme qui franchement, je le dis, hein, avec JL, c'est le seul programme qui tient la route au niveau des citoyens de tout le panorama. Et je peux prendre n'importe qui en face, je pourrais le démontrer. Et donc on était parti sur cette chose-là, sur 3 bases qui étaient les bases de JL, c'est-à-dire stop politicien, autre chose, et quoi avant qui. Le problème, c'est que ça s'est vite transformé en qui avant quoi. Alors, j'ai rien contre Fabrice Grimal, moi, je suis pas fâché avec lui, mais tout de suite, ça s'est transformé en Fabrice Grimal, le site de Fabrice Grimal, et plus personne n'existe. J'ai dit, bon, les gars, moi, je suis pas venu pour faire ça. Hein. Donc, je me suis barré. Ensuite, j'ai rencontré par hasard le forgeron, Chalençon. Chalençon, un début de rencontre extraordinaire, un coup de foudre. Ensuite, j'ai rencontré par hasard le forgeron, Chalençon. Chalençon, un début de rencontre extraordinaire, un coup de foudre. on s'est croisés dans une réunion où il y avait Martine Vonner, Francis Lala, enfin plein de gens un peu de la dissidence. Moi, je connaissais personne.
mais comme je suis un petit peu arrogant, on va dire, c'est que chacun racontait sa salade, mais des trucs complètement, des aberrations, des incantations, des trucs abstraits. Valérie Bugeaud, très sympathique, mais son truc, c'est bon dans 50 ans. Martine Vonner, enfin bref, que des trucs. Alors, à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit, bon les gars, venez, on essaye de confronter vraiment nos projets, on choisit celui qui est le plus solide et construit, et ensuite on le travaille tous ensemble. Ça me semblait la seule, méthode pour avancer. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Quand j'ai dit ça, ils se sont tous mis contre moi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent celui-là? Parce que ça leur plaît pas des gens qui ont du concret. Ils veulent continuer à discuter pendant des heures sur des conneries. Et donc, pour revenir à Christophe Chalençon, c'est qu'en fait, ils ont monté une cabale pour me virer. Bon, moi, ça me dérangeait pas. De toute façon, ce groupe m'intéressait pas. Attention, c'est mon gourou, hein. Non, mais je sais, t'inquiète pas, je vais le défoncer. Et donc, non, mais... en fait, Chalençon à l'époque, il était encore brillant, compris qu'en fait, cette cabale était de mauvaise foi. Et lui-même les a tous envoyés balader. Et il a dit, lui, en parlant de moi, c'est le seul type qui a un projet. Vous avez rien. Donc, on va monter un truc. Moi, je vais monter un truc avec lui. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et au départ, c'était magnifique. Même moi, j'ai dit à mes équipes, j'ai dit, c'est qui ce mec-là? Je le connaissais pas. Il est comme moi. Il en a rien à foutre de tout. Il dit ce qu'il pense. Il défonce tout. J'adore. Okay. Donc, tout se passait bien. J'ai écrit, bien sûr, le programme du CNL, le programme démocratie, de A à Z. Hein, c'est du EJL citoyen. Donc, j'ai pas tellement forcé. Et ensuite, ce qui était convenu entre lui et moi, c'était que le programme du CNL soit à 80% le programme de JL. J'avais son accord. C'était notre accord. Et les 20% restants, c'était son équipe de les faire, l'artisanat, l'agriculture, enfin tous les sujets que je n'avais pas abordés. Tout allait bien comme ça. Sauf que je crois que il y a eu un problème d'ego à un moment donné, c'est que évidemment, moi je suis un peu comme ça, j'ai pris un petit peu trop le lead de cette opération. Ça a commencé à lui faire de l'ombre, et comme il n'avait pas dit à son équipe que c'était ça nos accords, il a dit à son équipe, j'étais un invité. Donc les mecs, ses équipes sont déchaînées contre moi, donc je les ai calmés, et je me suis barré. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette guerre? Je finirai là-dessus. C'est qu'un jour, dans un face-cam, et à l'époque, j'étais pas du tout pour Zemmour, j'étais encore à CNL à fond, j'étais motivé parce qu'il y avait pas mal de potentiel. Et j'ai dit, moi, s'il y a Zemmour et et Macron au deuxième tour, je vote évidemment Zemmour sans aucun problème. J'ai dit ça. J'ai signé mon arrêt de mort. D'un coup, je suis devenu le juif sioniste, sataniste, envoyé par le Mossad. Ils ont tous fait une crise. Ils m'ont traité de tout. J'ai dit, les gars, vous êtes devenus dingo, quoi. Bon, bref, donc je me suis barré. Et après, c'était les insultes, les menaces, etc. Bon. Mais Chalençon, à la rigueur, c'est un détail. Il fait partie de cette dissidence dont je voudrais parler maintenant. La dissidence au sens large. Et je vais vous expliquer, et je peux le dire vraiment avec 4 ans de recul, 4 ans d'observation. Parce que je suis le seul inconnu qui a fréquenté et travaillé avec tous les bords de la dissidence, jusqu'au général Martinez, donc pour dire, et jusqu'à Chalençon. Enfin, vraiment, tout le panel de la dissidence, je me suis assis autour d'une table et j'ai travaillé avec ces gens-là, tous. Ils ne diront pas qu'ils me connaissent parce que je suis tabou. Eh bien, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'il y a un gros problème avec les gilets jaunes et je vais l'expliquer. Les gilets jaunes, tous ces, leaders autoproclamés qui pensent avoir la parole du peuple, ils ont confondu le soutien en sondage des Français à 60-70% du mouvement, au sens large, un mouvement de ras-le-bol des Gilets jaunes, et ils ont pris ça pour un soutien à quelque part, leur revendication. Donc, ils ont pensé que 70% des gens, c'est ce que j'essaie de leur expliquer depuis 4 ans, mais ils m'entendent pas, évidemment, ça fait pas plaisir. Je leur dis, les gars, il n'y a pas du tout 70% des gens en France qui veulent écrire la Constitution, qui veulent des RIC, qui veulent des élus qui sont complètement, des fois complètement presque analphabètes, qui disent n'importe quoi. Ah, mais c'est bien, ils sont du peuple, etc. C'est pas ça la France. Ça, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça, c'est 10%. Donc, ils ont tourné en boucle dans cet univers, ce microcosme. Ils se sont affublés du monopole de la résistance, comme s'il n'y avait qu'eux qui résistaient. Dans la résistance, chacun doit avoir son rôle. Il y a des types qui sont du terrain, qui font des manifs. Il y a des types qui préparent les plans. Il y a des types qui préparent justement de la stratégie. C'est comme ça qu'on aurait dû s'organiser, chacun ses compétences. Or, ces gens, tout cela, mais je les mets tous dans le même sac, hein, pour moi. Les Olive, les Rodriguez, enfin, tous ces gens des Gilets jaunes, les Ludowski, Benjamin Cauchy, le mec qui se fait Gilet jaune, ensuite DLF, et après, pour finir chez Zemmour. Enfin, tous, Buller, le mec qui met Franck Buller, le chef de la résistance, le mec, allô, quoi. Donc, moi, tous ces gens-là, je leur ai, un après l'autre, je les ai déchirés. Et non, après, ils sont fâchés, ils me boycottent. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, ce qu'on peut dire de Christophe Chalençon par rapport à tous ces gens, c'est que lui, il est quand même resté sur la même ligne. Alors justement, même pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben non.
C'est ça le problème, c'est que les gens, vous ne connaissez pas le dessous des cartes. Le plan, comme je viens de te le dire, mais tu n'as pas capté, je vais te le redire. Le CNL, le vrai CNL, c'est le volet démocratique du CNL actuel. Enfin, il ne l'a pas touché parce que c'était propre, c'est du EJL. Mais ensuite, c'est absolument pas 20 ordonnances complètement délirantes. Et preuve en est, j'ai même un audio qui peut le prouver. Quand on a commencé à signer nos accords, j'ai dit, écoute Christophe, tes ordonnances, il y en a 5 ou 6 qui sont intégrables dans un programme, mais on ne peut pas partir avec ça. On va être ridiculisé en 3 minutes. Et je lui ai fait un audio, une analyse de ces 20 ordonnances, une par une, en enlevant 15. Et à la fin, même lui me dit, ouais, non, t'as raison, machin. La preuve, c'est que la première plaquette du CNL, avec la co-signature de Chalençon, c'était le plan de Walter Boujna. Alors après, comme je suis devenu le monstre, il a fait semblant qu'il est revenu sur ses ordonnances, mais bien sûr que lui aussi a changé. Il change en fonction des événements, mais c'est pas grave de changer. Il y en a qu'un qui n'a pas changé, c'est moi. Mais à part ça, c'est pas grave, on a le droit de changer. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est les mensonges, les diffamations, le racisme pur et dur, et surtout le manque de couilles. Parce que le jour où il a commencé à m'insulter, il m'a bloqué pour pas que je puisse réagir, en racontant n'importe quoi à ces déchaînés là, qui m'ont insulté pendant 3 mois. Bon. Donc Chalençon n'est pas mieux que les autres, en vérité. Donc ce que je veux dire pour revenir au point de départ, c'est que cette dissidence n'a pas su s'organiser parce qu'elle n'a pas fait une bonne estimation de l'état de l'électorat et des vraies aberrations qui rendent fous les Français. Et les aberrations qui rendent fous les Français, bien sûr, en premier lieu, il y a la démocratie. C'est d'ailleurs le premier volet le plus important du volet EJL. Avant les Gilets jaunes, je ne partais pas, moi, dans les délires RIC ou n'importe quoi. Je partais sur un contrat de confiance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une mécanique inédite qui, depuis 4 ans, j'ai pu la tester avec des événements qui sont passés. C'est quelque chose d'incassable. Mais personne n'en veut. Pourquoi? Les politiciens n'en veulent pas. Parce que, pour l'instant, ils sont en roue libre, les politiciens. Depuis 40 ans, ils font des promesses de campagne, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils ne sont pas engagés constitutionnellement. Donc, ils sont très à l'aise. Pourquoi ils vont monter leur cahier des charges? Ils n'ont aucune raison d'écouter un inconnu comme moi. Ils leur disent, les gars, voilà ce que je vous propose. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous êtes des menteurs et vous le savez. Donc, on me boycotte partout. Et pourquoi chez les Gilets jaunes, ça n'intéresse pas? Parce que les Gilets jaunes, premièrement, je ne fais pas partie de cette mouvance. Donc, pour eux, je ne suis pas un vrai résistant. Ils auraient une idée un peu bizarre. Et puis, deuxièmement, parce que eux, c'est RIC, constituante, RIC. Ils sont bloqués là-dessus, alors que je peux démontrer dans n'importe quel débat, je l'ai fait plein de fois, mais après, on me sort des débats. Je peux démontrer que le RIC et la constituante ne sont que des gadgets. Il faut être beaucoup plus ambitieux, paradoxalement. Donc, cette mauvaise étude du paysage politique a fait que, au bout de 4 ans, aujourd'hui, il n'y a rien. Et alors, en parallèle de tout ça, il y a des gens que j'appelle, moi, les gourous. Alors, les gourous, ce sont les gens opportunistes qui profitent de l'ignorance, le manque de culture politique et même idéologique des gens, et leur font croire n'importe quoi en pensant à leur petite notoriété, leur petit compte PayPal, leur petite chaîne de mes2, etc. et en écoutant les gens comme s'ils étaient les messies. On peut parler de Chalençon, on peut parler d'Arguillier, on peut parler d'Éric Ciorile, on peut parler de le nouveau, là, le capitaine Fracasse, Juvin Brunet. Ce que je veux dire par là, pourquoi j'en suis arrivé à Zemmour? Eh ben, tu le comprends tout seul. C'est que pendant 4 ans, je me suis battu avec tout le monde pour faire entendre une voix qui pouvait être raisonnable dans le sens cohérente, mais en même temps qui pouvait tout défoncer le système. Parce qu'on n'aurait jamais pu, avec EJL, être traité de fou, d'utopiste, de machin, de gauchiste, de je sais pas quoi, d'anarchiste, rien. Parce qu'on les prenait sur leur terrain, on leur mettait le nez dedans et on les battait sur leur terrain. Simplement, comme j'ai un caractère un peu direct et franc, on a préféré m'évacuer du système. Donc pourquoi Zemmour? Parce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, ça fait déjà 4 mois, en novembre. En novembre, j'ai refait le point avec mes équipes, j'ai dit les gars, il faut ouvrir les yeux, ce peuple n'est pas mûr. C'est quoi le paysage? J'ai refait le tour du casting des citoyens, des mouvements citoyens. À part la Concorde citoyenne, qui est un truc cohérent, mais qui malheureusement n'a pas du tout fait ce qu'il fallait en termes de communication pour rassembler avec un peu de charisme, un peu de... Enfin moi, je ne vais pas critiquer. À part la Concorde, un petit peu connue quand même, et puis EJL complètement inconnu, il n'y a rien de valable. Et je peux me targuer de pouvoir étudier n'importe quel programme, c'est mon métier. Donc, j'ai dit les gars, on est obligé maintenant, puisqu'on n'a pas réussi, eh ben, de réduire la voilure et d'essayer de voir dans le casting quel est le moins pire. Excuse-moi, je suis pas d'accord. Moi, le CNL, je trouve le projet
Le projet du CNL, magnifique. Le projet de Patrick Fioril, que je connaissais pas trop, très intéressant, très proche du CNL. Le projet d'Alexandre Juvin-Brunet, super intéressant, très proche du CNL aussi. D'accord. Tu vois, et très proche de. Voilà, si tu dis que tu as été l'initiateur un peu de ces idées-là, c'est quand même surprenant. J'ai l'impression que tu es blessé parce qu'on t'a rejeté, ce que je peux comprendre, et que quelque part, ben voilà, tu vas vers quelque chose d'un peu plus radical, quoi. Non, alors je vais finir mon truc. Il faut que tu saches, le CNT, c'est quoi? Conseil national de transition. Au départ, le CNT, c'est un outil juridique qui n'a rien à voir avec un mouvement politique. Éric Fioril était le premier porte-parole de ce truc-là. Derrière, il y a des citoyens. Il y en a d'ailleurs de plus en plus. Tu vois pourquoi je te dis ça. Le problème, c'est qu'Éric Fioril, et quand je dis gourou, c'est ça. Tu vas comprendre pourquoi. Éric Fioril, comme tous ces gourous, à un moment donné, a pris un petit peu la grosse tête. Il s'est pris pour un vrai gourou, avec une secte, des gens qui le suivent, etc. Il a complètement détourné cet outil juridique, qui n'était pas du tout politique, en un mouvement auto-personnel. Hein, il en a fait une SARL. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le CNT l'a viré. D'accord? Et le CNT, qui ils ont appelé pour le prendre la suite? Walter Boujna. Sauf que moi, je ne pouvais pas accepter, parce que pour accepter de prendre la suite au CNT, il fallait que je laisse tomber EJL. Et moi, à l'époque, en 2019, j'avais beaucoup d'espoir sur EJL. Je dis non, les gars, je suis soutien, je viens à vos réunions, je vous aide pour écrire les trucs, pas de problème, mais moi, je ne peux pas être porte-parole, je fais de la politique. C'est incompatible. Donc, à la base, il y a deux escroqueries intellectuelles chez ce Fioril. Dommage, tu peux me mettre en face un jour. Hein. Il y a deux escroqueries. Premièrement, l'aspect dérive gouroutique. Mais surtout, et là ça me fait de la peine pour tous ces gens qui croient à ces conneries, il fait croire qu'il a presque la caution de l'ONU. Non mais c'est du délire. Je vais te prendre un exemple. Il parle toujours de ça, oui, nous avons envoyé le courrier à l'ONU, etc. C'est comme si moi, j'envoie un courrier au fisc, hein, au trésor public, et dans mon courrier, je dis, bon, je ne paierai plus jamais d'impôt de ma vie. J'envoie le courrier. Je dis, les gars, je ne paierai plus d'impôt de ma vie, j'ai envoyé ça au fisc. Donc, que les gens suivent ce genre de délire, que les gens suivent un autre genre de délire, c'est un ami, enfin Chalençon, qui nous dit, vous inquiétez pas, on va renverser le système, on verra des mandats d'arrêt internationaux, on va leur prendre leurs biens, mais du délire, c'est même Robespierre n'aurait pas osé dire des conneries pareilles, et les gens, ils écoutent. Ils ont oublié les gens. Il y a 4 mois, ils leur disaient, oui, je suis en contact avec les généraux. Mais les généraux, je les connais tous, ils lui crachent à la gueule, je dis, mais c'est qui se fout? Imaginez une seconde, sortez de vos réseaux, sortez de vos petites chaînes YouTube, sortez de vos Facebook, et imaginez Chalençon face aux Français. Aux Français, pas aux Gilets jaunes. Ils vont dire, mais c'est qui ce dingue? Vous avez vu comment il insulte les gens? Même moi qui des fois je suis chaud, jamais j'insulte comme ça. Saloperie, vermine, ça. Moi j'étais devenu un espion, un traître avec ce tocard. Donc ce mec-là est complètement ingérable. Il est en plus, bon bref, il a plein de défauts. Donc après on parle de qui? Juvin-Brunet. Mais c'est quoi le projet de Juvin-Brunet? Qu'est-ce que tu appelles un projet? Un projet, c'est un programme réaliste, chiffré, et qui peut rentrer dans cette constitution, prendre le pouvoir et après changer la constitution. Aucune de ces personnes n'a la moindre chance. Rien. Donc, ils font rêver des gens, ils font payer des gens, les gens, ils sont comme ça, alors que le sérieux, ça faisait déjà 3 ans qu'on aurait dû commencer à le faire. Et donc, ne crois pas, alors, pour te répondre, si j'étais fait du même bois qu'eux, tu sais ce que j'aurais fait, moi, en 2017? Au lieu de m'emmerder à venir et d'aller massacrer le Front National seul contre tous, et de massacrer l'UPR, et de massacrer les Insoumis avec une bannière politique, alors que j'avais pas d'armée derrière. Tu sais ce que j'aurais fait? Je serais venu, j'aurais fait sniper, sans bannière politique, et je serais aujourd'hui le roi de Twitter partout. Parce que pour sniper, je sais sniper. Donc si j'ai pris le risque de venir avec une création d'un mouvement politique citoyen, c'est que je m'en foutais complètement de ma notoriété, de ma chaîne YouTube et de ci et de là. J'ai été suspendu 28 fois sur Twitter, 5 fois sur YouTube, 8 fois partout. Je suis le mec le plus suspendu et boycotté de France. À ton avis, c'est pourquoi? Parce que EJL dérange tout le monde. Et tu sais pourquoi ça dérange tout le monde? Et notamment le monde politique, et les messias qui m'ont lancé leur meuf, etc. à l'époque, du RN. Parce qu'ils savent que ça, c'est réaliste. Ils savent que ça part des citoyens, mais ça peut toucher les électeurs dont je parlais tout à l'heure. Ils savent que ça, c'est pas une niche, paradoxalement. Donc, ils l'ont tué dans l'œuf. Donc, ne crois pas que j'ai d'aigreur envers des gens. Je m'en fous, moi, je les défonce tous. J'en ai rien à foutre. Franchement, moi, je fais de la lèche à personne. Je passe nulle part parce que je les ai tous défoncés, les petits influenceurs. Je suis pas là pour ça, moi.
J'étais là pour réveiller les gens. Donc, comme je vois que les gens ne se réveillent pas et qui continuent à suivre des vendeurs de rêves, des gens qui ne tiennent même pas une conversation sur un programme, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je me suis dit, bon, laisse tomber. Il faut revenir dans le troupeau. Eh ben, le troupeau, même si on n'est pas d'accord avec Zemmour, moi, ce que je vois, c'est que c'est le seul qui n'est pas politicien. C'est le seul qui fait trembler le système, et je peux le démontrer. C'est le seul qui dit des choses que personne ne dit. Après, on peut ne pas être d'accord sur son programme, l'islam. D'accord, ça, je comprends. Mais c'est le seul qui n'est pas un outil. Mélenchon est un outil. Marine Le Pen est un outil. Pécresse sont tous des outils, viennent tous de Bilderberg, ou alors sont des outils involontaires. Ah, pas Zemmour. Pas Zemmour. Zemmour, pour toi, c'est pas un outil. Non, Zemmour est du système. Alors, attends, je vais préciser. Zemmour, il est du système. Ah, mais ça n'est pas un outil. Non, attends, c'est pas fini. Mais ça n'est pas un outil. Il est du système, pourquoi? Ça fait 40 ans qu'il connaît tout le monde. En revanche, tous les abrutis, et j'espère que t'en fais pas partie, qui disent, ils sortent la preuve ultime, c'est de dire, ah, regardez, il est financé par la banque, je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on se rend compte de la bêtise de cette chose-là? Alors, je vais essayer de préciser. Zemmour, il est arrivé, déjà d'entrée, on sait qu'il fera plus de 5%. Zemmour, on sait qu'il aura, lui, son remboursement, quoi qu'il arrive. Par exemple, Philippot ne l'a pas. Bon, un exemple. Donc, Zemmour, il peut aller où il veut et faire un prêt, même en Russie. Il n'y a pas besoin de Rothschild, c'est pas fini. Zemmour, il fait un parti en 2 mois avec des huissiers qui sont venus vérifier. Hein. Il ne dit pas les choses au hasard comme le RN, genre. Hein. 100 000 adhérents à 30 € de moyenne. C'est déjà 3 millions. Sans compter les dons en plus. Et moi, j'ai des pistes, j'ai des gens qui sont dedans. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de chefs d'entreprise, des gens qui ont un peu d'argent, patriotes. Hein. C'est pas parce qu'on a un peu d'argent c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est honnête et vice versa, tu vois. Bon. Il y a des chefs d'entreprise qui sont patriotes, d'accord, qui lui font des dons, d'accord. Donc, lui, en plus, il a de l'argent, donc il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour gagner sa vie. Donc, ce n'est pas un outil du système. Et attends, c'est pas fini. Il y a d'autres sortes d'idiots, dont Chalençon. Ils sont tellement, je peux le dire devant lui, ils sont jeudi en face. Hein. Il est tellement abruti que pour lui, si un type s'appelle Zemmour, il est forcément pour Attali. C'est extraordinaire. Moi, par exemple, je m'appelle Boujnah. Depuis 4 ans, les Attali, les BHL, les Enthoven, tous ces enfoirés bon, je vais me calmer, tous ces enfoirés d'idéologues à 2 balles qui détruisent la France, je les massacre. Et pourtant, je m'appelle Boujnah. Eh bien, quand on réfléchit et qu'on voit tout l'historique de 25 ans de recul d'Éric Zemmour, il est exactement sur la même position que Walter Boujnah. C'est que ces gens-là, pas parce qu'ils sont juifs, il n'en a rien à foutre. C'est pas parce qu'on est juif qu'on pense tous la même chose. Il faudrait bien dire ça au sans-cervelle, là, où il y en a beaucoup. Donc, Zemmour n'est ni un outil du Mossad, du sionisme et de toutes ces conneries, ni un outil des Rothschild. C'est un type qui aujourd'hui est le seul à faire trembler le système, qui tient bien les choses. Ils avaient Marine Le Pen, comme d'habitude, au 2e tour, ils étaient peinards, et d'un coup, on leur sort, merde, on l'a pas prévu celui-là. Et là, ils paniquent. C'est aussi le seul à être capable de créer réellement le chaos. J'entends souvent, si Zemmour passe, ça va être la guerre civile. Bah, évidemment. Alors, d'accord, évidemment, d'accord. Alors, à mon avis, c'est pour ça qu'il est là. Hein. Je suis un abruti qui pense comme ceux que tu viens de défoncer, là. J'ai pas encore parlé de ça. Alors, la guerre civile. Est-ce que tu regardes un petit peu les faits divers en France depuis 10 ans? Ou alors tu vois juste, je pense pas que tu es un type qui voit juste BFM ou TF1. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'aujourd'hui la France est en plein chaos déjà? Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'aujourd'hui, à coup de migrants, d'immigration incontrôlée, de dangers publics qu'on ne peut même pas mettre dans des prisons parce qu'il n'y en a plus, et de laxisme de la justice, est-ce que tu n'as pas compris que l'insécurité fait partie de la stratégie globale de ces enfoirés de mondialistes? Oui, et Zemmour, pour moi, est là pour finaliser l'histoire. C'est-à-dire, maintenant, bah, écoute, j'ai le droit de penser ce que je veux. Bien sûr. En plus, j'ai des petites informations. Jacob Cohen est un homme qui m'intéresse beaucoup. Bah oui. Les Sayanimes et tout ça, on n'entend pas parler de ça en France. C'est important d'en parler. On va en parler après. Je te laisse la parole. Vas-y, continue. Hein. C'est important que les gens sachent à qui ils ont affaire, hein, en fait. Alors, oui, je suis le diable. Alors, tu sais. J'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui le dis. Tu sais, essayons de réfléchir 2 minutes. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui ne sont plus la France, oui ou non? Juste oui ou non? Oui ou non? Bien sûr, mais c'est voulu, ça. Je viens de te le dire que c'est voulu, je le sais. Bon. Voilà. Donc, à partir du moment où la situation, elle est déjà hyper tendue.
À partir du moment où aujourd'hui on nous a fait une France où quelque part on doit se soumettre à tout ce qui arrive, on doit prendre en charge tout ce qui arrive et on est les coupables de tout, d'accord? Je parle même pas des Juifs, là, je parle des Français au sens large. On doit s'excuser auprès de tout le monde et on est les responsables de tout ce qui s'est passé dans le monde. Et donc n'importe quelle minorité qui vient a le droit de nous cracher à la gueule. Et on doit les payer aussi pour qu'ils nous crachent à la gueule. La Non, mais situation tout ça, ça a été encouragé par le rap violent, merci de Jack Lang et compagnie. Je On le sais, sait, voilà, on le sait Bon. tout ça. Donc si tu le sais tout ça, et que Bah tu oui. as un mec en face qui vient et qui te dit on va arrêter les conneries. Et toi, ta conclusion, au lieu de dire ah bah peut-être ça va un peu s'améliorer, tu dis ah ça va s'empirer. Alors je comprends pas la logique. Ben si, la logique, c'est que ce mec-là, pour moi, il fait partie de ce plan et que maintenant que les banlieues sont gonflées à bloc, eh bien, on va venir les insulter, on va venir leur faire peur et ça va péter, ça va partir en couille. C'est tout. Donc tu es pour la stratégie de Munich 1938. Moi je te dis une chose. C'est-à-dire, Alors c'est-à-dire que en une phrase, je te le résume. La soumission n'amène jamais la paix. À force de vouloir acheter la paix sociale depuis 40 ans, les socialo-progressistes ont augmenté le culot et aujourd'hui on doit presque se soumettre dans notre pays. Donc pour toi, réagir, c'est déclencher la guerre. Tu réagis pas, tu finiras non, mais mal. tu peux réagir en ayant d'autres manières de faire que celles de Zemmour. Mais qu'est-ce qu'il dit Zemmour? Est-ce qu'il a dit les musulmans sont tous des salopards? Non, il a dit les musulmans qui n'ont rien à faire ici, on va les dégager. Les binationaux délinquants, on va les dégager. Les sans-papiers qui sont dealers à 80%, on va les dégager. Les faux mineurs qui nous coûtent 50 000 euros par an, on va les dégager. Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire au fond? En sondage, on a eu depuis 2-3 ans des premiers sondages qui ont été, alors cette fois-ci ils n'ont pas été truqués, je ne sais pas pourquoi. Les Français qui disent à 70-75%, oui, on se sent de moins en moins chez nous. C'est pas du racisme, ça n'est pas du racisme de dire que chaque pays doit avoir sa dominante religieuse, ethnique, historique, et que quand on laisse au fur et à mesure avoir des minorités qui prennent de plus en plus de place, et des minorités qui sont souvent motivées par une idéologie religieuse qui est conquérante, parce que si tu traites pas le vrai problème de l'islam, parce qu'on va te traiter de raciste, tu n'as pas compris l'histoire. Si tu comprends pas que les mecs, ils ont pas honte de dire, à 60%, je crois, les jeunes, que pour eux, la charia, c'est au-dessus de la République. Si tu comprends pas que, au fond, c'est pas les musulmans qu'on cible, c'est les dérives qui ont été faites par des ennemis politiques de Zemmour, des ennemis politiques de toi et des ennemis politiques de moi aussi, et des ennemis politiques de tous les gens qui crachent à la gueule de Zemmour, qui se rendent même pas compte, qui sont les mêmes ennemis, mais il s'appelle Zemmour, donc il est sioniste, sayaniste, toutes les conneries. Non, mais il faudra parler de certaines faces de l'islam qui sont incompatibles avec notre civilisation. Mais ça, on peut très bien le faire d'une façon apaisée et en réformant, s'il le faut, s'ils en sont capables, certaines paroles qui sont inacceptables pour nous. Non, mais on est d'accord. Mais de là à créer, à mettre le feu partout. Je pense que ça serait. Mais pourquoi il met le feu, Zemmour? Oui, mais pourquoi il met le feu? Parce qu'il met le feu, tu le sais bien. Il met le feu. Pourquoi met-il le feu? Mais il ne met pas le feu. Alors je vais te répondre là-dessus. Ça fait 40 ans que dès qu'on dit un demi-truc un petit peu vrai, si on dit 70% des détenus sont arabes ou noirs, oh là là, il a mis le feu. Si on dit 90% des dealers sont noirs ou arabes, oh là là, il a mis le feu. Mais sans déconner, on s'est tellement habitué à ne plus rien dire que maintenant n'importe quand on met le feu. Il met pas le feu, il dit juste des vérités que personne n'ose dire. Parce que les mecs, pourquoi on en est là, si tu vas plus loin? Le cancer de la France, c'est la binationalité. Parce que la binationalité a permis à des gens de cultures différentes et qui avaient plutôt un pays de cœur et un pays de papier, il faut le dire, de pouvoir voter. Et dans les municipales, pourquoi crois-tu que tous les politiciens se sont mis à plat ventre? Pour être élus, pour avoir les voix de ces gens-là. Donc quelque part, quand tu vois les municipales, et tu vois au fur et à mesure nos villes se sont devenues, c'est parce qu'ils voulaient les voix de ces gens-là. La binationalité et le droit du sol ont tué notre pays. Quand ça arrive à un certain seuil, ça devient un truc dangereux. Et c'est pas de la faute de Zemmour. C'est pas lui qui a voté la binationalité il y a 100 ans. C'est pas lui qui a voté le regroupement familial. C'est pas lui qui a mis le feu. Le feu, il est là déjà. Il essaye de l'éteindre. C'est-à-dire que c'est pyromane pompier dans votre tête, alors qu'en fait, c'est juste pompier, son boulot. Il dit, les gars, regardez, il y a le feu, on va essayer de faire des trucs. Ah, il met le feu. Le feu, il est déjà là. Ok. Bon, c'est en fait. Mayor Habib est binational aussi, hein, ça te gêne moins? Et je le dis, moi, moi dans mon programme, non mais je te le dis, moi dans mon programme, il est impossible d'avoir des binationaux
qui aient des postes à responsabilité, notamment politique. Même Manuel Valls. Pour moi, c'est un scandale que Manuel Valls soit Premier ministre. Le mec, il finit, il va en Espagne, ça marche pas, il revient. Oh, on n'est pas un self-service ici. Donc moi, la binationalité en politique, c'est out. Les maires binationaux, c'est out. L'autre, il se présente à la présidentielle, Anas Kazib, c'est out. C'est pas, okay. Ça, c'est pas du racisme. C'est pareil dans 90% des pays. Va en Algérie. Si t'es binational franco-algérien, tu peux pas avoir un poste en politique. Voilà. Et on les traite pas de racistes. Eux, c'est normal. Bon. Voilà mon avis sur Zemmour. Donc pour moi, Zemmour, c'est le seul qui n'est pas hypocrite, lâche, clientéliste, comme toute cette caste, tous ces politiciens depuis 40 ans. Ce que je vais faire, si jamais j'y arrive, c'est que je vais intégrer dans le programme de Zemmour le fameux mandat impératif, qui justement empêchera tous ces mensonges et ces promesses de campagne. Il y a une chance sur 1 million, hein, mais je l'attends. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis têtu. Jusqu'au bout, je tenterai cette chose-là. Si j'arrive à insérer dans le programme de Zemmour cette chose hyper démocratique, qui est bien au-delà du RIC et de votre truc là, c'est constituante, là, on comprendra que Zemmour, il a peut-être un style particulier. Alors, ah oui, il s'appelle Zemmour, donc on ne sait jamais, peut-être qu'il vient de la planète Mars ou du Mont Sinaï. Ok, simplement lui, c'est le seul qui met sur la table un contrat de confiance avec le peuple, ce que personne n'a fait. Si j'avais à faire ça, après avoir été boycotté, tout le monde me remerciera. On dirait, ce mec-là, il a bien fait d'insister. Voilà. C'est que tu étais parti vers d'autres paradigmes politiques et que là, tu retournes dans les paradigmes anciens. Parce que le peuple n'est pas prêt. 4 ans que je travaille là-dessus. Non, mais tu estimes que le peuple n'est pas prêt. Moi, je suis pas du tout d'accord. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien que tu puisses t'exprimer. Je trouve que c'est important. Il y a des gens qui vont être d'accord avec toi sur le chat. Là, il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. C'est la vie, c'est très bien. Est-ce qu'on peut avancer sur le sionisme? Est-ce que tu estimes que dans l'islam, il y a des extrémistes? Évidemment. Est-ce que tu estimes que dans le judaïsme, il y a des extrémistes? Évidemment. Dans le christianisme, est-ce qu'il y a des extrémistes? De moins en moins. Il y en a. Alors je te pose la question. Dans le sionisme, est-ce qu'il y a des extrémistes? Alors je vais te répondre un petit peu de manière détournée. Parce que la question, elle est très bonne parce que j'ai répondu dans un face-cam où j'expliquais justement où était le problème. C'est que, justement, je prenais ce truc-là. Je disais, il y a des extrémistes chez les juifs. Il y en a aussi chez les catholiques ou chez les chrétiens, et il y en a chez les musulmans. La seule différence, c'est le nombre. La seule différence, c'est le pourcentage d'extrémisme. Et surtout, le passage à l'acte des extrémistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les juifs, je te fais une estimation, peut-être il y a 1% de juifs qui sont extrémistes. Les juifs extrémistes, qu'est-ce que c'est leur extrémisme? Ils sont entre eux, ils ont le chapeau, ils ont les machins là, et leurs femmes sont en noir, avec des chemises blanches, et ils sont tout enfermés chez eux, ils n'emmerdent personne. La différence entre l'extrémisme juif et l'extrémisme musulman, c'est le prosélytisme. Et ça, je te parle de l'extrémisme sioniste. Attends. Parce qu'il y a certains sionistes qui ne sont même pas juifs d'ailleurs. Hein. D'accord, mais moi le problème c'est que comparer l'islam au sionisme, c'est déjà une aberration. Moi je compare les deux. C'est pas une comparaison, c'est des mouvements si tu veux. Oui, d'accord, mais moi je compare les religions pour l'instant, tu permets? Oui, le judaïsme et l'islamisme, enfin, l'islam, la musulmanie. Non, mais c'est pas, on va pas faire un débat sur les religions. Je pense qu'on sera d'accord. En extrémiste, je pense que le gouvernement israélien est pas mal non plus. Pas plus que les gouvernements des pays arabes, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais juste finir sur deux. Moi, déjà, rappelons-nous une chose. Moi, en vérité, je ne suis pas juif. Ma mère est catholique, mon père est juif, ma femme est musulmane. Je suis à la croisée des carrefours. Ça, quand on me traite de anti-arabe, je dis, les gars, dégagez, quoi. Déjà, prenons cette chose-là. Donc moi, quand je parle du sionisme, d'Israël, du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, etc., ça n'est pas ma religion et le fait que je vais à la synagogue tous les samedis qui me dit. Oui. Bon, ça n'est pas non plus une communauté. Je fréquente aucun juif. Même les mecs, pour eux, je suis pas juif, donc je fréquente personne. Je suis un goy pour les juifs, un juif pour les goys. Donc ma position, en vérité, elle est très neutre. Alors bien sûr, je m'appelle Boujna. Alors les gens ne réfléchissent pas. Boujna, ah ok, c'est bon. Maintenant, je vais te répondre. Le vrai sionisme, c'est quoi? Je parle pas du sionisme fantasmé par toute cette bande dont apparemment tu fais partie, mais on va en parler après. Le sionisme, c'est la volonté d'un peuple à avoir sa terre. Et d'aller, c'est vrai, à l'encontre de ce qu'il y a écrit dans le livre. On est d'accord là-dessus? Ok, merci. J'allais te demander que tu nous donnes une définition du sionisme. Tu l'as parfaitement donnée. Donc,
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si on prend les vrais juifs, les juifs, quoi, je pense qu'il y a au moins 95% des juifs du monde qui sont, surtout après si on est vu dans l'histoire, où les juifs sont chaque fois massacrés, dépossédés, enfin virés, gazés, massacrés, bon bref. Ils se disent, bon, ils sont tous pour que, enfin, les juifs aient un petit bout de terre, et ça tombe bien, c'est quand même le leur, en partie, et qu'ils puissent avoir un refuge pour avoir une terre où ils ne sont pas une minorité sur laquelle on crache. Donc 95% des juifs sont, dans ce sens-là, sionistes. Donc quand j'ai des tocards, comme notre ami Chalençon, ou comme Stéphane Bled, paix à son âme, ou surtout le dernier, Jim Leveilleur, ou tous ces gens-là, ah mais nous on n'a rien contre les juifs, c'est juste, ou Adel Zahiri, c'est juste les sionistes, les bandes d'abrutis, dites les choses clairement. Il y a 95 de juifs qui sont sionistes. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas la même définition que moi, et là, on va arriver à ce que tu vas dire. Excuse-moi, ça veut dire que quand les gens que tu viens de parler là s'attaquent au sionisme, il ferait bien de rajouter ultra-sioniste, on va dire ça comme ça. Et c'est pas forcément qu'ils en veulent au peuple juif entier. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas ce que tu veux dire parce que tu as détourné le problème. Non. Attends. Les antisionistes, par définition, ils sont pour que le peuple juif n'ait pas de terre. Ils sont pas en train de dire oui, mais là c'est un peu trop grand, là vous avez pris de la terre, il faudrait renégocier. Non, c'est que ça n'existe pas. Ce sont des gens qui sont pour l'autodétermination de tous les peuples du monde, mais comme par hasard, les juifs non. Ça doit être le seul peuple qui n'a pas un petit bout de terre sur la terre. Et pourquoi? Parce que dans leur esprit perturbé, ils dominent le monde. Donc le peuple qui soi-disant domine le monde doit être le peuple qui n'a pas de terre. Mais je veux dire, ils ont aucune logique. Et attends, c'est pas fini. Comment tu expliques que Zahiri, juste sur mon patronyme, alors moi je suis pas au Mossad, hein, je suis même jamais allé en Israël, donc je suis pas dans les instances, je critique le CRIF, je les massacre parce que je ne supporte pas, donc je suis pas vraiment le modèle du juif machin israélien, j'en ai rien à foutre d'Israël moi, à la base. Eh bien, sur mon simple patronyme, il m'a mis en joue sur 3 émissions en me mettant ma photo, bon regardez celui-là, et ils m'ont tous insulté, déchaîné. Donc tu peux lobotomiser des masses sur un simple patronyme. Donc arrête de faire croire qu'ils sont très fins. Non, c'est pas eux, c'est les... Non, mais là je pensais... Non, mais je pensais... Un juif, c'est le nom. Et on peut le massacrer. Pas... Ok, alors, c'est bien de parler de Stéphane Bled parce qu'on va parler du vrai sujet qui embrouille complètement les gens. Mais ça, c'est fait exprès et je peux l'expliquer. En fait, il y a des propagandistes, en majorité, non, moitié-moitié musulmans et pas musulmans, qui tapent sur le même clou pour lobotomiser les gens et tout regrouper finalement sur les juifs. On leur dit le judéo-maçonnique, c'est-à-dire qu'on leur fait croire que la franc-maçonnerie, c'est une opération juive. On leur fait croire que les francs-maçons, depuis l'Écosse au fin fond du monde, là, ils sont tous dirigés par 3-4 juifs. Et là, Stéphane Bled, son ennemi, c'est la franc-maçonnerie. Hein. C'était pas la LICRA, la DG, on s'en fout, c'est des conneries, ça. Le vrai ennemi puissant, c'est la franc-maçonnerie. Sauf que, comme ces gens-là sont obligés pour leur fonds de commerce de tout retirer les ramer vers les juifs, il dit c'est la judéo-maçonnie. Et là, ils disent pas la sionisto-maçonnie. Tu vois la mauvaise foi. Non, ils te disent la judéo. Judéo, c'est quoi? Donc, il faut arrêter ces gens n'assument pas. Ces gens veulent absolument salir les juifs et les mouiller dans tous les dossiers du monde. Quand je vois un Abdel Zahiri qui passe des documentaires sur les Khazars, complètement, c'est un truc pour faire peur aux enfants, quoi. Inventé à 90%. Et à la fin, c'est quoi? C'est des juifs. Donc, il faut arrêter, ces gens se cachent derrière des mots idéologiques, antisionisme, non, c'est pas tout. En fait, ce sont des pourritures, et je leur ai dit en face à toute cette bande de chacals. Et je vais aller plus loin. Non, mais je te le dis, parce que la mauvaise foi et l'hypocrisie, c'est insupportable. Moi, comme je l'ai dit dans mes vidéos, viens me dire j'aime pas les juifs, tu as le droit, gars. Attends, tu as le droit de pas aimer les juifs. Mais arrête d'inventer des idéologies complètement contradictoires pour dire que les juifs sont à la tête de tout. Ils sont responsables de la Covid. Les mecs n'ont pas compris que c'est la Chine. Ils sont au courant de rien, ils comprennent pas une cacahuète. Ils pensent que les mondialistes, ils travaillent tous pour Israël. Genre Bill Gates, il en a quelque chose à foutre d'Israël. Genre Xi Jinping, il a quelque chose à foutre d'Israël. Allô, quoi, réveillez-vous. Donc maintenant, je vais vous réveiller. Les francs-maçons, depuis le début, il faut comprendre la perversité de ce truc-là. Le but des francs-maçons, il y en a 2. C'est de casser, ça on le sait, c'est historique, les racines chrétiennes de la France. OK? Et de détourner tous les hommes de Dieu, de la foi. Oui ou non? Ils ont combattu, et on écoute Attali, on a compris ce qu'ils veulent faire. Hein. Lui, il s'en fout des juifs, hein. C'est plutôt franc-maçonnerie, ce mec-là, contrairement à ce qu'on croit. Donc, ils veulent détourner la France, enfin, les Français, les hommes en général, les Occidentaux plutôt, de toute foi
avec quelque chose de spirituel. Ils veulent nous ramener dans le scientisme, dans le contrôle. D'ailleurs, on le voit dans les méthodes qu'ils emploient là, hein, méthodes chinoises de contrôle, de manipulation des gens, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de manipulation? Parce qu'ils n'ont aucun rapport idéologique avec des sionistes, parce que les sionistes ne sont pas mondialistes, ils sont nationalistes. Même cette base de logique, les gens sont incapables de voir la différence. Les sionistes ne sont pas francs-maçons. Les sionistes sont nationalistes. Ils sont des fois un peu racistes, c'est vrai, faut pas dire le contraire, mais ils sont pas dans la franc-maçonnerie. Simplement, il y a plein de juifs qui sont francs-maçons. Mais ces gens-là, dont je parle depuis le début, sont tellement paranoïaques et complexés et haineux qu'ils veulent absolument faire penser que les quelques juifs, même s'il y en a beaucoup, c'est eux qui dirigent tout. Donc, à la fin, la haine, vers qui elle va se tourner? Vers un mec qui s'appelle Walter Boujna, qui a rien fait, qui connaît pas tout ça, et d'un coup qui devient le Mossad, le sataniste, le khazar, etc. Ça veut bien dire que ces gens sont des monstres. Bon, on a voulu me renvoyer à Auschwitz. Hein. Si je te fais lire les messages, moi je m'en fous, je rigole. Mais pour te dire, imagine, je suis fragile. J'ai peur, je sors plus de chez moi. Même Chalençon, je vais envoyer des islamistes et tout. Vous connaissez pas le dessous des cartes. Moi, je m'en fous. Ça me fait rire. Mais je pense aux gens qui sont fragiles et qui prennent ces meutes de tarés. Je vais aller dans ton sens, je pense. Moi, je pense même que certaines personnes qui salissent le sionisme, parce que le sionisme, comme tu le dis, c'est au départ un nationalisme pour avoir droit à une terre. D'ailleurs, en 48, ils avaient une terre. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, quand on regarde la carte, c'est plus du tout la même et que le monde entier ne dit rien. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais moi, je pense que des maîtres comme Abdel et compagnie sont peut-être des gens qui sont infiltrés, justement, pour justement nourrir cet amalgame entre sionisme, juif, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bravo, j'ai même pas besoin de te le dire, tu l'as dit. Voilà. Non, mais moi, attends, j'ai reçu des menaces de mort à 9h du matin, tu vois, donc je rigole pas, en fait, là. De qui de ce groupe qui est interdit aux États-Unis, là, je vais pas leur faire la pub. D'accord. Alors, juste pour te répondre là-dessus, c'est intéressant. Non, c'est pour te dire que, voilà, moi, j'en suis arrivé à un stade aujourd'hui où il y a certaines télévisions aussi, voilà, certains mouvements qui se montent, où je me demande si c'est... Et ces personnes-là sont toujours très pro-islam, d'ailleurs, hein, et très, très à cracher dessus, justement, sur le sionisme pour faire monter la colère chez les gens. Et qui est-ce qui va payer une fois de plus? C'est le petit peuple juif. Alors, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais y venir. Il y a deux familles. Et attention, hein, je reste un fervent guerrier de l'ultrasionisme qui, pour moi, comme l'islamisme d'ailleurs, hein, comme le Vatican, etc. Hein, pour moi, c'est des dangers pour l'humanité, ces gens. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'allais en parler, mais tu m'as devancé. Évidemment que des gens comme Youssef Indy, Abdel Zahiri, il y en a d'autres, hein, Tariq Ramadan, évidemment. Tariq Ramadan, je dois avoir un débat avec lui, il a prétexté une Covid. Il m'a provoqué, j'ai dit OK, 1 heure avant, j'ai la Covid, ça fait un mois qu'il a la Covid. Il a compris que j'allais le déchirer. Ces gens-là, c'est quoi leur truc? Déjà, ils sont pas français. Pas français. Abdel Zahiri, il est fiché S marocain. Indy, il n'est pas fiché S, mais il est marocain. Donc, ce sont des infiltrés, qu'on le veuille ou non, qui arrivent à lobotomiser des gens qui sont pas musulmans, à les lobotomiser en leur disant que les juifs sont responsables de tout, et au fur et à mesure, il faut écouter Zahiri, c'est extraordinaire, même Indy, ils passent leur message prosélyte, charia, islam, ah bah oui, nous on est gentils, c'est eux les méchants, etc. Et les gens ne s'aperçoivent de rien. Bon. Et après, il y a les gens qui sont pas du tout musulmans, qui sont français, d'accord? Par contre, qui ont des rapports extraordinaires, même financiers, avec des pays comme l'Iran et la Turquie, qui sont même financés, et personne ne se demande comment ces pays aiment bien ces gens-là. Je parle de Soral, par exemple. On se dit, mais c'est quoi s'il est quand même en mission? Juste pour finir là-dessus. Donc, ces gens-là, pour moi, ce sont des propagandistes qui sont infiltrés et qui, finalement, font le jeu du roman islam. Et je vais arriver à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, moi, je comprends pas que la carte d'Israël soit plus du tout la même aujourd'hui. Alors, pareil, alors je pense que toi, tu as l'air informé, mais tu as l'air peut-être d'avoir oublié. Il y a eu une première résolution de l'ONU, d'accord, qui a déterminé une carte. Dès le lendemain, pas 1 an, 2 ans plus tard, dès le lendemain, tous les pays arabes attaquent Israël. Alors qu'Israël n'était pas puissant à l'époque, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Ils venaient d'arriver, ils venaient s'installer, c'est pas encore, voilà. Ils attaquent à 4 armées différentes en même temps Israël, ce petit bout de terre qui est déjà biscornu, hein, bon. Et donc ils cassent la résolution de l'ONU.
C'est eux qui la cassent, la résolution initiale. Israël, par miracle, se défend et devient un pays qui est né depuis sa naissance en guerre. Alors tous ces petits gens-là, qui disent oui, Israël, ils sont méchants, ils sont nerveux, etc. Mettons-les dans un pays, faisons-les naître dans un pays qui est en guerre avec que des ennemis autour depuis 70 ans. Disons-leur, pour votre sécurité, vous allez être obligé de faire 3 ans de service militaire. Est-ce que vous croyez que les Juifs, les jeunes, ils adorent faire 3 ans de service militaire? Donc c'est un pays qui est entouré d'ennemis, qui se défend à chaque fois, qui de temps en temps attaque quand ça devient un peu trop chiant, mais qui finalement, on les fait passer, eux, pour des nazis. On parle de génocide. Mais qui a refusé les accords? Ce sont les lobbies des pays musulmans qui ont instrumentalisé les Palestiniens. Au lieu de leur dire, OK, c'est bon, on va vous aider, faites votre pays, tout va bien. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ne veulent pas un seul. C'est bien ce que on sait aujourd'hui. On commence à voir des trucs sur Hitler qu'il a financé. Ça fait peur, quoi. Et c'est historique. C'est historique. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait non mais qu'est-ce qu'on fait? Moi je sais pas, j'ai toutes ces informations, je sais pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on fait? Où est la vérité? Est-ce que tu crois à la version, parce que moi j'aime bien cette version, j'en parle souvent. En fait, Hitler, qu'est-ce qui se passe? Les financiers au sens large, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de mettre leur bille là où ça peut leur apporter le plus, oui ou non? On est d'accord là-dessus? Oui. Bon. Il se trouve que les financiers, il y a beaucoup qui sont juifs. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a beaucoup de financiers qui sont juifs? Parce que les gens, ils savent. Et s'ils croient que c'est parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils sont comme ça, machin, ils ont le nez crochu, ou parce que c'est un peu historique et qu'au départ, les catholiques ne pouvaient pas monnayer l'argent et que finalement, c'est les juifs qui ont pris ce genre de métier. Est-ce qu'ils savent ça, les gens? Je ne crois pas qu'ils savent. Bon. Oui, c'est culturel. C'est culturel de... voilà. Non, c'est pas culturel, c'est religieux. Mais tu connais pas l'histoire, alors. Oui, mais c'est culturel et religieux. On est d'accord. C'est culturel. Mais arrêtez de croire que l'argent, c'est une culture juive. Enfin, c'est absurde. Bill Gates, c'est les juifs. Écoute, moi j'ai des amis juifs, j'en ai parlé plusieurs fois. Chez eux, c'est culturel, c'est bien de gagner de l'argent, quoi. C'est pas bien chez les autres de gagner de l'argent. Alors, revenons sur le sujet. Donc ça veut dire des financiers qui ont mis leur bille avec Hitler, d'accord? Alors ensuite, il y a des gens qui disent, je comprends, c'est vachement logique. En fait, ce sont les Juifs qui ont financé Hitler pour qu'il y ait une guerre mondiale, qui ait 60 millions de morts. Et après, ils ont pu gagner une terre. Imaginons. Oui, c'est un mouvement c'est une idée qui traîne, oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais te l'analyser, l'idée. Le problème, c'est que tu peux balancer n'importe quelle idée. Quand les gens ont envie de la croire, ils perdent toute logique et toute intelligence. Je vais décrypter cette idée. Donc, on nous dit que depuis 1700 et quelques, depuis le début des francs-maçons, les Juifs dominent le monde, contrôlent le monde. On est d'accord? Donc déjà, tu peux te poser la question, putain, en 300 ans, ces Juifs contrôlent le monde, ils n'ont pas réussi à avoir un petit bout de terre quelque part. Déjà, ils sont nuls, hein. Bon. Mais allons plus loin. Ils sont tellement forts qu'ils ont créé une guerre qui leur a coûté 55% de leur population juive. 55%. Il y avait 12 millions de Juifs à l'époque, hein. Bon. Admettons, il n'y a pas 6 millions, il y a 4 millions. On ne connaîtra jamais les vrais chiffres. Admettons 4 millions, mais peu importe. 4 ou 6. Ils ont sacrifié 40% de leur peuple pour après avoir un espèce de bout de terre biscornu avec des trous partout. Enfin, mais comment on peut... Il faut être complètement taré ou paranoïaque pour imaginer que les Juifs sont à la fois très intelligents et très cons. Mais ça dépasse l'esprit des gens parce qu'ils ont envie de trouver un coupable. C'est quoi les masses? Comment on manipule des masses? Comment ces enfoirés sur leur chaîne YouTube et surtout les Zaïris, tous les soirs ils excitent les gens comme ça? Oui, la communauté organisée, les Khazars, les sionistes, ils les mettent tous dans le même sac. Parce que les gens, ils ont envie de croire. Ils sont tellement paumés avec la Covid, avec la corruption, avec les politiciens, avec on ne comprend plus rien. Mais il faut que ça. C'est quoi? C'est tellement compliqué que personne ne veut réfléchir. Donc, les Juifs, super les gars, c'est les Juifs. Mais quand est-ce que ces gens vont se mettre à utiliser leur cerveau? Qui a dit que chez les Juifs, il n'y a pas des enfoirés? Je suis le premier à le dire, moi. Tu crois que Rothschild, je lui crache pas la gueule? Tu crois que Soros, je lui crache pas la gueule? Donc, il faut arrêter. On est d'accord, on est d'accord. La communauté. Il n'y a pas des enfoirés chez les chrétiens? Guy Georges, scandale de Landais. Alors, on va dire quoi? Les chrétiens sont tous des tueurs d'enfants, des pédophiles? Mais pourquoi tu aboies? C'est fatigant, en fait. Je suis un chien. Ah, t'es né en quelle année? C'est énervant, je t'assure. T'es quelle année chez les Chinois? Non, je suis pas un chien du tout, je suis un cheval de feu, 66. Ah, je comprends mieux, cette énergie, d'accord. Tout ça pour dire, et je conclurai là-dessus, mon soutien à Zemmour, c'est parce que malheureusement, quand je dis que le peuple n'est pas mûr, il y a juste à voir l'évidence. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui a une chance d'avoir des signatures et de gagner? Non. Voilà. Donc on n'a pas su construire en 4 ans depuis 2018. On n'a pas été capable, nous les citoyens,
de construire quelque chose de sérieux qui peut gagner. C'est tout. C'est pas ma faute, c'est pas votre faute, c'est la faute de personne, c'est l'évidence. Donc, je soutiens le moins pire, qui n'est pas politicien, c'est Zemmour. Ok, ça c'est entendu. Ensuite, les sionistes, bon, on en a assez parlé. Et c'était quoi le troisième sujet? C'est tout. On a fini. Bon, on en fera une autre, parce que ça m'a... Ton énergie m'a un peu fatigué. Je suis très fatigué comme ça. Mais je peux comprendre ta virulence et ta colère, et je la respecte. Je suis pas d'accord avec toi sur la plupart des trucs, mais c'est bien, c'est intéressant. Et on en fera une autre, on approfondira peut-être un petit peu, notamment sur le fait que un peuple se dise le peuple élu. Je veux dire, pour certains, ça peut être aussi le début du racisme, ça. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas élus, c'est de la merde, quoi. Dernière question pour nos auditeurs. Est-ce que vous croyez que chaque juif qui se lève le matin, il se dit « Ah, je suis le peuple élu, tous les autres, c'est de la merde ». Deuxièmement, même s'il se disait ça, vous savez, la différence qu'il y a vraiment en termes de danger, j'emploie le mot à dessein, hein, en termes de danger pour la France ou pour n'importe quel pays, c'est que d'un côté, on a une religion qui est conquérante, qui fait du prosélytisme, qui demande que tout le monde s'adapte à sa religion, à sa vérité, à son Allah, à son machin, et de l'autre côté, on a des gens qui restent entre eux, qui font chier personne. Donc, quand il y a cette haine contre un peuple qui ne dit pas on a la vérité, on vous l'impose, on dit bon, on reste chez nous, on vous emmerde pas, et on s'acharne sur eux, et les autres, ah non, c'est des victimes. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. On a quand même... Est-ce que vous pensez qu'un homme, un écrivain, un philosophe, un politicien, un artiste, toute son œuvre, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, n'est déterminé que par son origine et sa religion? Moi, je pense que non. Attali n'a rien d'un juif. Attali n'a rien d'un juif. Il n'a aucune spiritualité. J'ai vu son dernier article, c'est de la folie. Il est pour le scientisme, pour le transhumanisme. Ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de juif. Arrêtez, toi et les autres. Enfin, tu veux pas ça. Mais... Non, pas moi, s'il te plaît. Non. Arrêtons de faire croire que Attali diffuse une pensée juive. Il diffuse une pensée de merde qui veut tuer tous les êtres humains et la spiritualité. Je le combats, Attali. C'est comme si on dit la parole chrétienne est donnée par Guy Georges. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ça n'a aucun rapport avec ses judaïtés, quoi. Et puis voilà, et puis si la prochaine fois on peut éviter de descendre tout le monde et d'essayer d'être un peu plus constructif, ça sera avec plaisir. Tu sais, avant de construire, il faut détruire ce qui ne peut pas marcher. Ça a toujours été ma vocation. Hein. J'espère que tu fais pas fausse route avec Zemmour, je te le souhaite. On verra bien. Merci. Merci en tout cas de ton invitation.